Les manuels d'histoire officiels décrivent invariablement le 19e siècle comme une époque de progrès technique sans précédent, le triomphe de la science et du romantisme. On nous peint des tableaux de cavaliers galants, l'invention des machines à vapeur et l'épanouissement de la littérature. Cependant, derrière cette façade reluisante se cache une sombre réalité que la science académique préfère honteusement taire ou n'évoquer qu'à demi-mot. Si l'on écarte le voile romantique et que l'on regarde les événements globalement, une chose devient évidente. Ce fut un siècle de boucherie mondiale totale et ininterrompue. On nous inculque que la planète a été secouée par des conflits locaux et épars. Soi-disant, la Grande-Bretagne ne faisait qu'étendre ses possessions coloniales. Les États-Unis réglaient des contradictions internes et la Chine souffrait de différends commerciaux. Mais cette version tombe en poussière dès lors que l'on compare l'échelle et la géographie de ces événements. Si l'on s'en tient au langage sec des faits et de la chronologie, en ignorant les évaluations émotionnelles et les interprétations politiques, un tableau effrayant de synchronicité s'ouvre aux chercheurs. Il suffit simplement d'aligner les événements du milieu du 19e siècle sur une seule échelle temporelle pour voir que le monde n'était pas simplement fiévreux. Il brûlait dans une seule et même flamme. Le globe entier s'est retrouvé embrasé par des hostilités en une seule décennie incroyablement compressée. En 1848, l'Europe s'enflamme avec une série de révolutions connues sous le nom de Printemps des peuples. Comme sur l'ordre d'un chef d'orchestre invisible, des explosions sociales se produisent pratiquement dans toutes les capitales simultanément. À peine la fumée s'est dissipée sur les pavés européens qu'en 1850, à l'autre bout du monde, en Chine, commence ce qu'on appelle la révolte des Taiping, un conflit d'une ampleur monstrueuse. À peine 3 ans plus tard, en 1853, éclate la guerre de Crimée, où les principales puissances mondiales concentrent leurs flottes en un seul point. Quelques années plus tard encore, en 1857, l'Inde est secouée par la révolte des Sipahs. Et dès 1861, commence la confrontation sanglante entre le Nord et le Sud aux États-Unis d'Amérique. Cette chaîne de catastrophes s'achève par la guerre du Paraguay, débutée en 1864, qui a conduit à la disparition quasi totale de la population de tout un pays. Ne trouvez-vous pas étrange que la planète se soit embrasée partout et en même temps ? La science officielle nous propose de croire à une coïncidence fortuite, nommant pour chaque conflit une cause isolée et distincte. Ici l'économie, là la religion, ailleurs la lutte pour l'indépendance ou l'abolition de l'esclavage. Pourtant, du point de vue de la logique élémentaire, une telle densité d'événements ne peut être accidentelle. Quand un incendie commence en même temps dans le salon, au grenier et à la cave, personne de sensé n'affirmera qu'il s'agit simplement d'une coïncidence due à des fils défectueux et à une manipulation imprudente du feu. Il est évident que l'on met le feu au bâtiment et qu'on le fait de manière systémique, selon un plan approuvé à l'avance. Au XIXe siècle, on a mis le feu à notre maison commune intentionnellement, et l'intensité de ce processus ne laissait aucune chance de localiser le foyer. C'était un nettoyage global des territoires. L'agresseur dans ce schéma se dessine assez clairement. C'est la coalition des puissances occidentales formant le nouvel ordre mondial. L'Empire britannique et ses alliés, dont les intérêts coïncidaient de manière surprenante sur tous les continents. Mais la question principale qui surgit lors de l'analyse de cette boucherie synchronisée ne concerne pas les attaquants, mais les défenseurs. Contre qui une telle puissance a-t-elle été déployée ? Qui protégeait-il et qui détruisait-il réellement à coups de baïonnettes et de canons des prairies américaines à la Grande Muraille de Chine ? Les explications sur les révoltes paysannes et les querelles intestines cessent de fonctionner si l'on évalue l'ampleur des ressources engagées et le niveau des pertes. On ne rassemble pas des flottes unies et on ne mène pas des guerres d'extermination pendant des décennies contre des rebelles dispersés ou des indigènes mal armés. Il est évident que l'adversaire possédait une force, une organisation et des ressources qui représentaient une menace réelle pour le monde nouveau qui avançait. La réponse à la question de savoir contre qui exactement cette guerre totale était menée se cache dans la nature des destructions que cette époque a laissées derrière elle. Des traces qu'il est impossible de cacher, même un siècle et demi plus tard.
La page la plus terrible, sombre et sanglante de cette opération globale de reformatage du monde fut l'événement connu dans l'historiographie officielle sous le nom de révolte des Taïting en Chine. Les historiens académiques citent sèchement des chiffres de pertes variant de 20 à 30 millions, tandis que certaines estimations indépendantes placent le nombre de personnes détruites à la marque monstrueuse de 100 millions. Réfléchissez à cette échelle, 100 millions de vies. C'est plus que la population de la plupart des États modernes. Et tout cela s'est produit au milieu du 19e siècle. On nous demande de croire qu'une telle catastrophe démographique fut le résultat d'une guerre civile déclenchée par des fanatiques religieux et des paysans. Cependant, la logique élémentaire et la connaissance de l'art militaire remettent cette version en question. Des armées paysannes, armées de houes et d'armes primitives, sont physiquement incapables d'exterminer une telle quantité de personnes. Pour réaliser un génocide d'une telle ampleur, il faut une machine de destruction industrielle, une logistique rodée, un approvisionnement ininterrompu en munitions et une artillerie d'une puissance colossale, que les rebelles ne pouvaient tout simplement pas avoir. Si l'on se tourne vers les gravures conservées et les rares photographies des villes chinoises de cette période, ce ne sont pas des traces d'incendie ou de combats de rue qui s'offrent à nous, mais des ruines rappelant effroyablement les conséquences des bombardements en tapis du XXe siècle. Les bâtiments en pierre ne sont pas simplement endommagés, ils sont réduits en poussière, les quartiers transformés en gravats. Il existe une version fondée selon laquelle la Chine de cette époque n'était pas du tout un territoire agraire arriéré, mais l'un des derniers bastions d'une ancienne civilisation hautement développée, cette fameuse Grande Asie ou Tartarie. Sous couvert de répression d'une révolte, les puissances occidentales, en alliance avec la dynastie mandchoue, détruisaient méthodiquement la population indigène qui possédait des connaissances et des technologies dangereuses pour les nouveaux maîtres du monde. C'était une opération de couverture, où, sous le fracas des troubles civils, on procédait au nettoyage total du territoire et à l'effacement de la mémoire historique. En nous transportant à l'autre bout du monde, en Amérique du Nord, nous découvrons un tableau de destruction étonnamment similaire, que l'on nous explique par la guerre de sécession entre le Nord et le Sud. Depuis l'enfance, on nous a inculqué que c'était un conflit pour la libération des esclaves et la préservation de l'unité de la nation. Mais les témoignages documentaires immortalisant les villes détruites du Sud, Richmond, Atlanta, Charleston, disent d'autres choses. Sur les clichés, on voit des boîtes en briques sans toit, des quartiers brûlés jusqu'à la racine, des squelettes de bâtiments majestueux pointant vers le ciel et une absence totale de plancher. Le caractère de ces destructions suscite de nombreuses questions chez tout ingénieur ou expert militaire. L'artillerie de campagne du milieu du XIXe siècle tirait des boulets en fonte qui pouvaient percer un trou dans un mur ou détruire une partie d'un parapet, mais ils ne possédaient pas l'énergie cinétique capable de raser des quartiers urbains jusqu'aux fondations. Ce que nous voyons dans les villes américaines des années 1860 rappelle étonnamment les paysages de Dresde ou d'Hiroshima après les raids aériens de 1945. On a l'impression que l'armée du Nord remplissait la fonction non pas de rétablir l'ordre constitutionnel, mais de nettoyer des territoires sur lesquels se trouvaient de riches cités-États faisant partie du système global de l'Ancien Monde. L'architecture du Sud était antique, majestueuse, impossible à construire par les forces de colons arrivés en charrette sur des terres sauvages. Ces villes devaient être détruites pour effacer la mémoire de ceux qui les avaient réellement construites, et la population devait être remplacée. Les statistiques des pertes dans cette guerre suscitent également la perplexité. Les chiffres officiels sont constamment corrigés à la hausse, mais les fossés démographiques indiquent la disparition d'un nombre bien plus important de personnes qu'il n'est admis de le croire. L'asymétrie de ces guerres ne résidait pas dans la tactique, mais dans l'écrasante supériorité technologique de l'un des camps. Nous voyons des traces de l'utilisation d'armes dont la puissance dépasse de plusieurs ordres de grandeur tout ce qui existait officiellement dans les arsenaux de l'époque. Quelqu'un possédait la capacité de transformer la pierre en poussière et de démolir des mégalopoles entières, tandis que l'autre camp ne pouvait que se défendre sans succès. Mais pour comprendre définitivement la nature de cet impact destructeur et s'approcher de la solution de l'énigme des technologies utilisées,
Il est nécessaire de prêter attention aux objets que les agresseurs tentaient de détruire avec une obstination particulière et maniaque, mais qu'ils n'ont pas pu effacer complètement. Les traces de cette lutte nous mènent au bastion de Sébastopol et au cœur du continent sud-américain, au Paraguay. La guerre de Crimée, que l'histoire officielle présente comme un conflit de la Russie avec une coalition composée de la Grande-Bretagne, de la France et de la Turquie pour le contrôle des détroits, se transforme à l'examen détaillé en l'une des opérations les plus mystérieuses du XIXe siècle. Si l'on rejette la rhétorique politique de l'époque et que l'on regarde la carte des opérations militaires, une question légitime surgit. Pourquoi les plus grandes puissances du monde enverraient-elles leurs énormes flottes dans la mer Noire fermée, dépenseraient-elles des ressources colossales et assiégeraient-elles pendant des années une seule et unique ville, Sébastopol? Du point de vue militaire, une telle concentration de forces et de moyens pour un seul point sur la carte semble absurde, à moins que le véritable objectif ne différât de celui déclaré. Sébastopol n'était pas simplement un port stratégique. Ces bastions représentaient des ouvrages cyclopéens, littéralement taillés dans la roche, avec un réseau ramifié de communications souterraines et une infrastructure d'ingénierie extrêmement complexe. L'affirmation selon laquelle de telles fortifications ont été érigées à la pioche et à la pelle par des soldats et des marins sous le feu continu de l'ennemi ne résiste à aucune critique. Le volume des travaux de terrassement et de roches nécessaires pour créer un tel système est comparable à la construction d'un métro, ce qui est impossible à réaliser dans des conditions de siège en un court laps de temps. Il est plus logique de supposer que Sébastopol, comme beaucoup d'autres prétendus forts en étoiles à travers le monde, était un objet d'une infrastructure antique. C'était un nœud énergétique, un centre logistique ou un complexe technique de la civilisation précédente, que les nouveaux maîtres du monde cherchaient non pas à capturer, mais précisément à détruire. La coalition a rasé la ville de la surface de la Terre avec une obstination maniaque, transformant l'Antiquité en gravat, afin que la fonctionnalité de cet objet ne puisse plus jamais être restaurée. En scrutant les descriptions des armées d'invasion, on peut remarquer une étrange unification. Français, Britanniques, Sardes, rivaux géopolitiques d'hier, agissent comme un seul mécanisme, comme habillés depuis un même entrepôt et exécutant les ordres d'un centre unique. Cela ressemble à une opération de police globale, où l'armée unie du nouvel ordre mondial procède à un nettoyage. On a l'impression d'une sorte de match truqué, au cours duquel deux forces immenses détruisent une ville antique et par la même occasion liquident la population masculine excédentaire de leur pays dans des assauts frontaux insensés, qualifiés par les historiens de boucherie. Nous trouvons un exemple encore plus tragique et parlant de nettoyage en Amérique du Sud. La guerre du Paraguay, débutée en 1864, représente un acte de génocide sans précédent. Le petit Paraguay faisait face à des géants, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Le bilan de ce conflit est monstrueux, même selon les normes des guerres les plus cruelles. Jusqu'à 90% de la population masculine du pays a péri. Une telle statistique témoigne du fait que l'objectif n'était pas la défaite de l'armée, ni le changement de gouvernement, mais la liquidation physique totale des porteurs d'un code culturel et génétique déterminé. Les historiens admettent que le Paraguay d'avant-guerre était un État unique, autosuffisant, avec une industrie développée, des chemins de fer et le télégraphe construits sans les crédits britanniques asservissants. C'était un pays-système, échappant au contrôle de la toile financière mondiale en formation. Il existe une forte probabilité que le Paraguay fût une sorte de refuge, une enclave où, au plus profond du continent, subsistaient des restes de la civilisation précédente, tentant de survivre et de préserver leur technologie. La coalition de voisins, généreusement armés et financés de l'extérieur, a joué le rôle de bourreau. Ils ont physiquement détruit les hommes qui se souvenaient de la véritable histoire, possédaient des compétences techniques et un esprit d'indépendance. Les femmes et les enfants ont été laissés en vie pour mélanger le sang et créer un peuple nouveau, obéissant et privé de mémoire. Ainsi, dans les deux hémisphères, nous voyons le même tableau, la destruction des supports matériels et humains de l'ancien ordre. Cependant, surgit ici une contradiction sérieuse qu'il est impossible de résoudre dans le cadre de la physique scolaire.
Les bastions de Sébastopol, les forts d'Amérique et les forteresses d'Europe étaient construits en granit et en briques de haute qualité. Pour transformer ces ouvrages en ces ruines que nous voyons sur les vieux clichés, un simple boulet en fonte rempli de poudre noire ne suffit pas. L'artillerie ordinaire laisse des impacts, mais elle est incapable de faire fondre la pierre. Et c'est ici que nous abordons les preuves les plus dérangeantes de cette époque. Les traces d'un impact thermique d'une telle force qu'il ne cadre pas avec les idées officielles sur les technologies du XIXe siècle. Le scepticisme de la science officielle se heurte à un obstacle insurmontable lorsqu'il s'agit des témoignages matériels des destructions du milieu du XIXe siècle. Si l'on laisse de côté les chroniques qui ont pu être réécrites et que l'on se tourne vers la physique et la science des matériaux, un tableau incompatible avec le niveau technologique attribué à cette époque s'ouvre à nous. En examinant les ruines d'ouvrages fortifiés tels que Fort Sumter et Fort Pulaski aux États-Unis, les fortifications près de Paris ou les forts de Kronstadt, les chercheurs découvrent un phénomène impossible à expliquer par l'action de boulets en fonte et de poudre noire. Il s'agit de la vitrification, le processus de transformation de la pierre et de la brique en une masse vitreuse sous l'influence de températures extrêmes. Nous observons des blocs de granit qui ont coulé comme de la cire et se sont figés en coulures bizarres, et des maçonneries de briques transformées en un monolithe vitrifié unique. La physique est ici implacable. Le point de fusion du granit est d'environ 1200 degrés Celsius, et pour une brique de qualité, ce seuil peut être encore plus élevé. Une explosion de poudre noire, même en grand volume, crée une onde de choc et des dégâts par éclat. Mais elle ne génère pas un champ thermique soutenu d'une intensité telle qu'il puisse faire fondre des murs de plusieurs mètres jusqu'à l'état liquide. Cela ne signifie qu'une chose. Dans les soi-disant guerres du milieu du XIXe siècle, des armes d'une classe fondamentalement différente ont été utilisées. Le caractère des dommages indique l'utilisation d'un puissant impact thermique, ou peut-être plasmatique, dont le principe de fonctionnement est soit inconnu du public moderne, soit intentionnellement classifié secret. Cette hypothèse trouve sa confirmation dans l'analyse des fameux grands incendies qui ont déferlé sur le monde à la même époque. Chicago, Boston, Seattle, Spokane et en Eurasie, Moscou et Kiev, ont brûlé selon le même scénario étrange. Les versions officielles, attribuant la destruction d'immenses mégalopoles à une lampe à pétrole renversée ou à une étincelle dans une meule de foin, ressemblent à une moquerie du bon sens. Une simple étincelle ne fait pas brûler des hectares de bâtis en dur. Le feu se propageait à une vitesse non naturelle, ne laissant aux habitants aucune chance d'évacuer. Mais le plus important, ce sont les conséquences. Dans ces incendies, l'acier fondait et coulait dans les égouts pluviaux, tandis que la pierre et la brique s'effritaient en sable, perdant leur structure moléculaire. Une telle chose ne se produit pas lors de la combustion ordinaire du bois, mais sous l'action de températures extrêmes, caractéristiques des bombardements en tapis utilisant des mélanges incendiaires d'ordre supérieur ou des armes à énergie dirigée. C'était une opération ciblée de nettoyage du patrimoine architectural. Les vignes ne brûlaient pas simplement, elles étaient détruites à zéro, pour libérer la place à des boîtes primitives en briques rouges que nous considérons aujourd'hui par erreur comme des bâtiments historiques. L'asymétrie de cette guerre résidait dans le fait que le camp attaquant, représentant les intérêts du nouvel ordre naissant, avait probablement accès à des technologies de frappe atmosphérique ou orbitale. Les défenseurs, eux, habitants des anciennes cités-États, se sont retrouvés sans défense. Peut-être que leur système de défense, ces fameux dômes ou champs énergétiques dont les légendes parlent vaguement, avaient été préalablement désactivés à la suite d'une panne globale. Les gens se sont retrouvés piégés. Leurs maisons étaient calcinées par des impulsions dirigées, transformant la pierre en lave et la matière organique en poussière. Plus tard, les historiens qualifieront ces événements d'incendie d'entrepôt ou d'ignition accidentelle, dissimulant le fait de l'utilisation d'armes de destruction massive. Cependant, même si l'on accepte la version d'une guerre de haute technologie venue des airs, la question des opérations terrestres reste ouverte. Après tout, il ne suffit pas de calciner un territoire, il faut l'occuper. Et c'est ici que l'histoire officielle tombe dans son propre piège logistique.
Comment des armées de millions d'hommes, dont on nous parle à l'école, pouvaient-elles se déplacer, s'approvisionner et mener des actions de combat actives sur des distances gigantesques en l'absence totale de routes et d'infrastructures, soi-disant détruites ou pas encore construites? La réponse à cette question oblige à revoir non seulement l'histoire des guerres, mais aussi la chronologie des catastrophes naturelles. Après l'analyse des guerres destructrices et des anomalies technologiques inexplicables, nous nous heurtons à une autre contradiction effrayante, cette fois démographique. Les mathématiques sont une science exacte et elles détruisent impitoyablement le tableau officiel de la reconstruction du monde dans la seconde moitié du XIXe siècle. Si l'on en croit les rapports historiques, au cours des conflits globaux, des épidémies et des prétendus cataclysmes naturels, une partie significative de la population masculine de la planète a péri. Dans certaines régions, les pertes atteignaient 90%. Les lois biologiques de la reproduction sont immuables. La population humaine est incapable de se rétablir instantanément. Une femme ne peut pas donner naissance à 5 enfants par an, et un enfant a besoin de temps pour grandir. Pourtant, les statistiques montrent une croissance démographique explosive, en avalanche, presque immédiatement après la fin de la période de la Grande Boucherie. La population ne s'est pas simplement rétablie, elle a doublé et triplé en quelques décennies seulement, ce qui, d'un point de vue biologique, est absolument impossible. La seule explication rationnelle à ce phénomène se situe sur un plan que même les chercheurs les plus audacieux ont peur d'aborder. Il s'agit du remplissage massif et artificiel des territoires par de nouveaux humains. C'est précisément au milieu du XIXe siècle que s'ouvrent partout dans le monde, comme sur ordre, des milliers d'immenses maisons d'éducation et d'orphelinats. Le terme « enfant du régiment » apparaît et aux États-Unis circulent des trains d'orphelins entiers distribuant des enfants sans abri dans des villes et des fermes vidées. D'où sont sortis des millions d'enfants sans parents du jour au lendemain. Leur origine est brumeuse, les documents sont souvent manquants ou falsifiés. Ces enfants, privés de mémoire ancestrale et de lien avec le passé, étaient dressés dans des conditions de discipline stricte, recevaient de nouveaux noms de famille souvent uniformisés et étaient préparés au rôle d'exécutants idéaux, ouvriers pour les usines et soldats pour les nouvelles armées. Il existe une théorie effrayante, étayée par d'étranges objets de ces années-là, selon laquelle ce processus n'était pas naturel. Lors des expositions universelles de la fin du XIXe siècle, on présentait ouvertement au public des incubateurs pour nourrissons. On nous dit que c'étaient des appareils médicaux pour prématurés, mais l'échelle et le contexte de leur utilisation suggèrent des technologies de culture artificielle ou de clonage. Peut-être est-ce ainsi que fut résolu le problème de la dépopulation. Les nouveaux maîtres du monde ont créé un homme de service, un biorobot biologiquement identique aux humains précédents, mais avec un disque dur vierge à la place de la mémoire des ancêtres. Parallèlement au remplissage physique du vide, un reformatage de la conscience était en cours. Des ethnies entières apparaissent, qui n'existaient pas auparavant sur les cartes. Dans les cabinets des linguistes, on crée et on implémente des langues littéraires, on unifie les dialectes, on introduit de nouvelles normes grammaticales. Une proto-langue unique, avec laquelle le monde communiquait peut-être avant la catastrophe, est intentionnellement morcelée en dizaines de parlers artificiels. Cela a été fait pour réaliser le principe « diviser pour régner ». Les gens ne se souvenant pas de leur parenté ont été artificiellement rendus étrangers les uns aux autres, créant des barrières d'incompréhension et posant les fondations des conflits futurs. Nous, qui vivons aujourd'hui, sommes selon toute probabilité les descendants de cette génération précise, ceux qui ont été installés dans les villes nettoyées ou élevés pour servir le nouveau système. Nous n'avons pas simplement été conquis, nous avons été remplacés. Mais cette nouvelle population, malgré sa mémoire effacée, avait des yeux. Ils voyaient des ruines majestueuses, des forts en étoiles et une architecture incroyable que leurs ancêtres colons primitifs n'auraient pas pu construire. Pour que les nouveaux humains ne posent pas de questions superflues, capables de détruire la fragile construction du mensonge, il fallait réaliser la plus grandiose escroquerie de l'histoire de l'humanité. Réécrire totalement la réalité et substituer le passé. Pour consolider le succès du remplacement physique de la population et affirmer définitivement le nouvel ordre,
l'administration d'occupation a joué un spectacle grandiose, destiné à légaliser l'héritage volé et à effacer la mémoire de ses véritables créateurs. L'acte central de cette mise en scène fut les soi-disant expositions universelles de la fin du XIXe siècle, qui se sont tenues à Paris, Chicago, Saint-Louis et dans d'autres grands centres. L'histoire officielle tente de nous convaincre que ces complexes architecturaux incroyables, composés de palais majestueux, de tours, de canaux artificiels et de fontaines, ont été érigés en plâtre, en étoupe et en bois pour une seule saison, exclusivement pour le divertissement du public. On nous propose de croire que des ressources colossales ont été gaspillées pour créer des décors temporaires qui, par leur niveau de complexité technique et de perfection esthétique, surpassaient tout ce que l'industrie de la construction moderne est capable de bâtir. Cependant, l'absence de photos de la construction par étapes de ces géants et leur monumentalité suggère que les expositions universelles étaient une opération cynique d'appropriation. Les nouveaux maîtres du monde trouvaient des complexes urbains de l'ancienne civilisation, survivants et conservés, effectuaient une rénovation cosmétique et les ouvraient au public sous couvert de leur propre réalisation. Aux visiteurs, ces fameux « hommes nouveaux », sans mémoire ancestrale, on montrait les restes de la grandeur passée, en les faisant passer pour le triomphe du progrès industriel de l'époque actuelle. Et immédiatement après la fermeture des expositions, ces chefs-d'œuvre architecturaux étaient impitoyablement détruits, dynamités, brûlés ou démontés pour les matériaux de construction. C'était la destruction des preuves. On montrait aux gens un paradis dans lequel ils auraient pu vivre, puis on l'effaçait de la surface de la Terre, les habituant à l'idée que la beauté est éphémère et que la norme de l'existence, ce sont les boîtes en béton grise. Un élément encore plus sinistre de ces expositions étaient les zoos humains. Dans des cages et des enclos, on gardait des représentants de tribus prétendument sauvages, à mener des colonies. Mais si l'on regarde attentiveness les témoignages documentaires, beaucoup de ces sauvages, vêtus de haillons, avaient des traits de visage européens nobles. Il existe une version selon laquelle c'étaient des représentants survivants de l'ancienne élite, faits prisonniers, privés de tout et exposés à la risée. C'était un acte de suppression psychologique. On suggérait à la foule que le passé, c'est la sauvagerie et le primitivisme, et que le nouveau pouvoir est la seule voie vers la lumière et la civilisation. On nous a forcés à croire à l'évolution à partir du singe, alors qu'en réalité, l'humanité a été violemment rabaissée à un niveau proche de l'animal par la privation de son héritage divin et de ses technologies. Parallèlement à la tromperie visuelle, un nettoyage total du champ informationnel était en cours. Partout dans le monde, à cette période, brûlent les plus grandes bibliothèques et archives. L'incendie de la bibliothèque du Congrès, la destruction des chroniques en Chine et des dépôts de livres européens ne sont pas des hasards. Dans le feu, disparaissait la documentation technique, les cartes du monde réel et les connaissances sur l'énergie libre, l'éther et l'électricité atmosphérique. À la place de la vraie connaissance est venu le système éducatif prussien, implanté partout, précisément au milieu du XIXe siècle. Des écoles de type caserne, où l'on forçait les enfants à rester assis immobiles pendant des heures et à parqueriser des dogmes, ont été créées non pour l'instruction, mais pour le dressage. Leur but était de tuer le principe créateur et d'éduquer un exécutant idéal, qui ne posera jamais de questions sur la divergence entre ce qui est écrit dans le manuel et ce qu'il voit de ses propres yeux. En résultat de cette opération, nous avons été artificiellement rejetés en arrière dans notre développement de milliers d'années. Les percées technologiques qui sont apparues en avalanche à la fin du XIXe siècle, radio, électricité, automobile, nous sont présentées comme des éclairs de génie de solitaire comme Edison, Tesla ou Bell. Mais très probablement, ces gens n'étaient pas des inventeurs, mais des archéologues talentueux à qui l'on a permis de déchiffrer et d'adapter une petite partie de la documentation technique survivante. Les vainqueurs se sont appropriés les technologies des vaincus, mais ne nous en ont donné que des versions dégradées, commercialement rentables. Au lieu de l'énergie propre et infinie de l'éther qui alimentait les forts en étoiles détruits, l'humanité a été mise sous perfusion d'hydrocarbures, charbon, pétrole et gaz. On nous a donné des technologies primitives de combustion de ressources pour que nous dépendions des fournisseurs d'énergie, en oubliant qu'autrefois, l'électricité était aussi gratuite et omniprésente que l'air.
En assemblant les fragments épars de cette mosaïque, nous arrivons à une conclusion inévitable et effrayante, qui change complètement la perception de la réalité environnante. Le 19e siècle n'a pas été un tremplin de progrès, comme on nous l'a assuré, mais une barrière infranchissable qui a séparé l'humanité de sa véritable histoire. Nous vivons sur le cimetière d'une grande civilisation, sans même le soupçonner, et nos villes sont bâties sur des fondations dont la création n'est plus en notre pouvoir. Tout ce que nous avons l'habitude de considérer comme des réalisations de l'ère industrielle est en réalité le résultat d'une dégradation. On nous a intentionnellement rejetés en arrière dans le développement, en nous privant de l'accès à des sources d'énergie propres et illimitées, les remplaçant par la combustion primitive d'hydrocarbures, ce qui permet de contrôler chaque pas et chaque ressource. Les bienfaits de la civilisation dont nous sommes si fiers aujourd'hui, des ondes radio à l'électricité, ne sont que de misérables miettes, des restes adaptés de technologies que l'on nous a permis d'utiliser. Nous ressemblons à des sauvages qui ont trouvé un smartphone et l'utilisent comme un miroir, sans soupçonner ses véritables capacités. Toute l'histoire officielle, écrite par les vainqueurs, n'est pas une chronique d'événements réels, mais une légende de couverture, soigneusement élaborée par l'administration d'occupation. Les rois, empereurs et présidents de cette époque ne ressemblent pas à des dirigeants souverains, mais à des gérants nommés, dont la tâche était de légaliser la redistribution de la propriété et d'assurer le fonctionnement ininterrompu du nouveau système d'exploitation. Les révolutions et les bouleversements sociaux n'étaient que des instruments de nettoyage et de redistribution des actifs, un spectacle pour détourner l'attention, pendant qu'en coulisses se produisait un changement de paradigme global. Cependant, la vérité, comme l'herbe à travers l'asphalte, perce à travers l'épaisse couche de mensonges. Elle nous crie depuis les façades des bâtiments antiques, dont les premiers étages sont profondément enfoncés sous terre, ensevelis par de l'argile d'origine inconnue. Elle est visible sur les cartes anciennes, où à la place des soi-disant terres sauvages de Sibérie et d'Amérique, sont indiquées des centaines de villes de Tartarie et d'autres États disparus. La mémoire du passé transparaît même dans les vieux cimetières, où les pierres tombales d'avant le milieu du 19e siècle sont souvent dépourvues de la symbolique chrétienne habituelle, mais ornées d'urnes, de flambeaux renversés ou de signes solaires, témoignant que nos ancêtres professaient une vision du monde totalement différente et vivaient peut-être bien plus longtemps que nous. Le système ne tient que sur notre ignorance et notre peur de reconnaître l'évidence. On nous a convaincus que nous sommes le couronnement de la création, le résultat d'une longue évolution, alors que les faits indiquent que nous sommes des survivants d'un naufrage ayant perdu la mémoire et leurs repères. Nous habitons des décors dont le sens est oublié et utilisons des outils dont nous ne comprenons le principe de fonctionnement que superficiellement. Maintenant, chacun de nous se trouve face à un choix fondamental. Continuer à croire aux contes de fées douillés mais mensongers du manuel scolaire, où le monde est compréhensible et sûr, ou trouver le courage d'ouvrir les yeux. La prise de conscience que l'histoire a été réécrite et la civilisation réinitialisée est le premier pas vers le retour de sa véritable dignité humaine et peut-être vers la restauration des connaissances perdues. La réalité est bien plus complexe et tragique qu'on ne nous a permis de le savoir, mais ce n'est qu'en l'acceptant que nous cessons d'être des rouages obéissants dans la machine d'autrui et gagnons une chance pour un véritable avenir.